Bonjour et soyez les bienvenus à Montréal. Si je vous donne rendez-vous ici aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Montréal, plus que jamais, vit au rythme du rire et de la bonne humeur. En effet, on fête cette année les 25 ans du festival Juste pour rire. L'occasion donc, pendant près de 2 heures sur France 2, eh bien, de revoir quelques-uns des grands moments de ce festival et puis d'évoquer également des souvenirs partagés par les artistes qui se sont produits ici. C'est ainsi que je vais retrouver dans Montréal, je ne sais pas comment je vais faire parce que je ne connais pas bien la ville, mais des gens aussi différents qu'Arturo Brachetti ou encore Gilbert Rozon, le fondateur du festival. Mais je vais y aller. Au programme des grands moments d'humour de cet après-midi, nous retrouverons Florence Foresti. Tu demandes à un garçon qu'est-ce qu'il faut sur la planète, c'est facile. Une Porsche, une vache, une patate. Le duo Chevalier et Las Palais qui attendent un train pour Pau. Alors il y en a un qui part à minuit 12, Kiffis. Oui. Qui arrive à Pau à 7h59. Oui, c'est tout. Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc une minute après. Oui, merci, j'ai compris, oui. Qui arrive à 7h64. Gad Elmaleh qui savoure ses premières cigarettes. Attendez les gars, vous voulez commencer la cigarette? Il y a un conseil, la volonté. Anne Roumanoff, plus blonde que jamais. Quand un homme m'explique quelque chose, même si c'est le menu du restaurant, je fais « Ouais, je comprends ». Jean-Marie Bigard qui nous expliquera son horreur des films d'horreur. Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là, il y a déjà eu 8 morts. Danny Boone en chauffeur de taxi très particulier. Le regretté Eli Kaku nous donnera un cours d'humour. Premier que j'attrape. Je chantais, papotais, bavarder, quoi que ce soit. C'est immédiatement porte rapport. Et plein d'autres surprises. Au sommaire également, pour fêter les 25 ans du festival Juste pour rire de Montréal, nous irons à la rencontre du comédien et réalisateur Michel Boujna, Gilbert Rozon, créateur du festival Juste pour rire, et le transformiste Arturo Brachetti. Toujours à Montréal, boulevard Maisonneuve, pour cette 25e édition du festival Juste pour rire. Nous allons retrouver maintenant Florence Foresti. Il faut dire que pour l'année 2006, Florence avait véritablement marqué l'histoire de ce festival, à la fois avec les caméras cachées qu'elle avait fomentées, mais également avec bien sûr sa prestation sur scène. Flashback donc, c'était à peine il y a 1 an. Il y a des garçons dans la salle? J'aime pas les garçons. Non, j'aime pas ça, c'est nul. Ça sent mauvais. Si, ça sent mauvais dans les bras puis dans les pieds. Ça se lave pas, c'est pour ça. Non, ça se lave pas. Quoi, ça sert que je me lave, je sors pas aujourd'hui. Mais ça fait quand même 4 jours que t'es pas sorti. C'est nul. J'aime pas ça, c'est gros les garçons, c'est gros. C'est gros. Oui, c'est tout gros, bah ça a toujours faim les garçons, toujours faim, n'importe quelle heure. T'as faim? Oui. Tu peux les réveiller la nuit, ça marche, t'as faim? Oui. Quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut manger les garçons, ça veut toujours manger la même chose. De la viande et des patates. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui mon chéri? Un filet de bœuf. Ah. Et ce soir, un pavé de bœuf. Ah. Et demain, une côte de bœuf. Ah. Et comme légumes, une patate. Tiens ta patate. C'est nul. Ça fait rien de la journée, les garçons. Non, ça fait croire que ça travaille, mais c'est pas vrai. Ça joue à la PlayStation toute la journée. N'importe quel âge. C'est tout pourri, puis ça a des grosses voitures, les garçons. Oh là là, ma grosse voiture. Poussez-moi, c'est ma voiture. Ma voiture, c'est la plus grosse de toutes les voitures. Je suis trop fière. J'ai acheté la plus chère exprès. J'ai plus d'argent, mais je m'en fous. Si je crève de faim, je mangerai mes sièges en cuir, voilà. C'est du bœuf. Oh. C'est bien. C'est bien. Tous les garçons, ça veut une Porsche. Tous les garçons, ça veut la même Porsche. Tu demandes à un garçon qu'est-ce qu'il faut sur la planète, c'est facile. Une Porsche, une vache, une patate. C'est bon. Et puis ça voudrait être musqué, les garçons aussi. Oh, je voudrais trop être musqué. Oh, je voudrais trop être musclé.
Ça fait pas de sport, c'est pour ça, ça fait trop mal. Non, alors ça regarde du sport à la télé pour nous empêcher de regarder Sex and the City. C'est des méchants. Et puis en plus, à la mer, en vacances, les garçons, ça veut toujours nager jusqu'à la bouée. Oh, la bouée. La petite bouée. Et nous, les filles, on doit rester sur la plage pour leur faire coucou, pour faire croire qu'on est contente. Je t'ai vu, ouais, tiens, allez, dégage. Hein? Ouais, ça, on a compris. Mais c'est bon! Oh, il m'énerve quand il fait ça, mais reste-y à ta bouée! Regarde-moi là. Reste-y! Mais qu'est-ce qu'elle raconte, là? Elle me voit pas. Oh, elle ne me voit pas. Oh, puis en plus, les garçons, quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. Je me suis coupé avec une enveloppe. Si, je saigne, madame. Regarde, je saigne partout, tiens, voilà. Non, mais pas de produit, ça pique. Non, laisse-moi mourir maintenant. Vaut mieux pas que tu vois ça. Va dire aux enfants que je les aime. Voilà. Oh, j'aime pas ça, les garçons, non, c'est vraiment trop nul. Heureusement, il y avait des filles dans la salle. J'aime pas les filles. Non, les filles, ça sert à rien, ça crie toute la journée. Ah! Des fois, ça se met à frotter comme ça. J'en ai marre de cette maison, j'en ai marre. Ah! Non, c'est trop nul, ça a des grands cheveux partout qui s'en mêlent comme ça. Oh là là, mes cheveux! Oh, mes cheveux! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? Oh! Je suis allé chez le coiffeur, il m'a raté, il m'a coupé tout ça! Je vais me suicider! Passe-moi une enveloppe! Tiens, voilà. C'est folle, les filles, puis ça met des chaussures hautes comme ça pour faire croire que c'est grande. Oh, je suis trop grande. Oh, je suis trop la plus grande. Oh, j'ai mal au pied. Pour moi. Et puis c'est tout maigre, les filles. Ah, c'est tout maigre. Tout maigre, comme ça. Et ça se trouve gros. Ah, je suis grosse, j'en ai marre d'être grosse. Ça, oh, du vent, attention. Oh là, oh. Faudrait prévenir. Et puis les filles, ça croit que tout le monde, c'est ses enfants. Oui. Surtout son mari. Fais pas ça. Mange pas ça. Va pas là-bas. Tu vas prendre froid. Enlève tes doigts. Et le lendemain, mais je suis pas ta mère. Et puis les filles, oh là là, les filles, ça a toujours froid. Oh, j'ai froid. Alors ça dort en pyjama, les filles. Des pyjamas, oui. Au début, tu crois que ça va dormir toute nue, comme le premier jour. Mais non, c'est fini. Pyjama. Maintenant, mon petit pyjama qui je les garçons, mon petit pyjama. Et voilà, ticrang, ticrang, ticling, ticrang, ticrang, ticling, ticrang, ticrang, ticling, ticrang, ticrang, ticrang. Bonne nuit. Je me rapproche de la rue Sainte-Catherine, qui est une des rues les plus animées de Montréal, pour retrouver l'un de nos artistes les plus généreux, Michel Boujna. Michel, bonjour. Oui, mais t'es en retard. Oui, je sais. Mais je t'ai préparé un petit déjeuner, un petit encas. On va voir si tu es pardonné. Des briques. Tu te rappelles des briques? Avec plaisir, surtout à Montréal. Allons-y. Vous nous proposez quelle recette ce Je matin? propose un plat spécialement pour Michel. Bonjour Lucette. C'est les briques à l'œuf tunisiennes. Voilà. Alors, les ingrédients. Les ingrédients. Il faut tout d'abord... Eric Benessiano.
Bien, Eric. Vous avez compris qu'entre Lucette Bresciano et Eric Il Bresciano, y a, comme qui dirait, un lien de parenté. Un lien de Hein. parenté. Oui, c'est sûr. Mais enfin, Du restaurant Le Régui. Ils sont nés en Algérie. Hein. C'est quand même, pour moi, si vous voulez, je ne veux pas provoquer de Allez-y, Michel, conflit, non, mais dites mais donc. c'est très loin. C'est étranger. On est du côté de sa mère. C'est carrément la province. Mais Michel, moi, je suis né à Bab el Oued. Ah oui, mais c'est, oui, je comprends, chère Lucette. Mais voyez-vous, c'est quand même l'Algérie. Mais enfin bon, Alors, il faut d'abord mettre les 2 briques. Oui. Ensuite, on va mettre Elle m'a dit, tu un parles peu toi, de je thon. parle pas. Un peu de Moi, je thon. dis rien, tu parles. Voilà. Après, on va mettre un peu de capre, qui sont d'ailleurs facultatives. Ensuite, on va mettre... ça par contre, les capes, c'est facultatif. L'œuf, Voilà. c'est... Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Il faut que l'huile soit très chaude. Oui. Et quand vous avez, comme maintenant, des matériaux modernes, eh ben, il n'y a pas mieux que le gaz pour faire des briques à l'œuf. Voilà. Voilà. Conclusion, les types Lucette pousse son coup de gueule, elle a raison, il faut pousser son coup de gueule. Ils Vous avez bien se raison. cassent Voilà. chez eux, ils laissent le gaz. Voilà. On se met près de la poêle. Ah oui, c'est pas simple. Oui, il faut faire ça vite alors. Voilà. C'est bien, elle s'en sort vachement bien. Bien sûr, c'est elle qui t'a appris. Vas-y, Tata. Non, c'est pas lui qui m'a appris. C'est ma sœur. C'est ma sœur Violette Benessiano. Qui doit être en train de nous regarder maintenant. Bonjour à vous. Que je salue beaucoup. Mais nous aussi. Nous aussi, Violette. Violette, on t'embrasse. Voilà. Donc on laisse combien de temps à peu près, Lucette? Et il faut voir, la brique doit colorer. D'accord. Voilà. Hein. Là, on va quand même la tourner. Là, voilà. Et en la tenant comme ça. Voilà. C'est vraiment, il faut le coup de main quand même. Moi, j'ai un petit truc. Je jette de l'huile dessus C'est beau, c'est magnifique. pour qu'elle ait la même couleur partout. Tata, tu avais peur pour l'huile, elle est chaude. Il y a une demi-heure que ça chauffe. Je tiens à préciser aux téléspectateurs. Maintenant, Eric, donne-moi un peu de sopalin. Oui. Eric, va chercher ce voilà. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que c'est un plat d'une légèreté absolue. C'est-à-dire que vous prenez l'huile et vous remettez de l'huile par-dessus. Ça veut dire que tu manges 2 briques à l'heure et tu te lèves plus jamais. Il faut un ballon, si tu veux. C'est une autre. Je On en fait t'explique une un autre, truc. C'est une cuisine d'enfer. Elle est très très belle. Elle est superbe. Et alors, elle est là la caméra. Mais alors, vas-y doucement. Parce que si tu veux, c'est pas genre c'est quoi, dans ça, l'huile. C'est genre, il n'y a que de l'huile. Tu vois. Et de temps en temps, t'as la nourriture. Allez, c'est reparti pour une deuxième brique. Et après, mange mon fils. Pour interpréter Bajou, c'est des briques que vous mangez toute la journée? Ah oui, non, les gens ils me disaient, mais comment vous avez fait dans l'ombre du monde pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Il y en a plus dans la brique d'ailleurs que dans... Le problème, c'est de maigrir. Ce que tu as fait aussi là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça. Des cigares. Des cigares aux amandes. Des cigares aux amandes. Alors, les cigares aux amandes. Je vous explique. Vous prenez de l'huile. Quand t'as fini l'huile. Quand vous avez 150 calories. vous avez pris 35 kilos. Vous êtes vers 2h de l'après-midi. Vous attaquez le miel. Et pendant ça, heureusement, Lucette, elle ne se laisse pas. C'est-à-dire, ça, regardez ça. Ça laisse pas C'est disperser, 450 000 calories. C'est les trucs qu'on donne aux types qui sont anorexiques. Et tu manges ça, et après tu manges pas pendant 15 jours. Et là, nous avons de la nourriture pour à peu près 30 millions de personnes. Parce que Lucette, elle a réglé le problème de la faim dans le monde. Et voilà. Mais pour elle, c'est normal. Elle rigole. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Tu vois, ça, c'est une cuillère. Oui. Ça, c'est une cuillère. C'est une Elle est énorme 2 fois plus cuillère. grande que la tasse. L'espresso, Ouais, oui. ici, ça s'appelle une cuillère à soupe, Ah, très bien. tu vois.
Et chez nous, c'est presque une louche même. Ouais, c'est une louche. C'est une louche. Alors, parlons un peu maintenant de ce qui s'est passé cette année pour cette cuvée 2007 avec le festival Juste pour Rire, parce que tu n'es pas venu les mains vides. D'abord, tu es venu présenter ton spectacle, Le Nouveau Magnifique. Oui. J'avoue que depuis que tu as renoué avec nos trois papis, je suppose que toi... peut-être que tu étais surpris, cela dit, mais ça a dû te faire surtout plaisir de voir l'accueil que tout le monde a. Moi, je devais jouer 30 fois. Ouais. Moi, j'avais dit, après Père et Fils, je vais faire un kiff. Je vais prendre les Magnifiques, je vais les jouer 30 fois parce que je m'étais promis de les jouer tous les 20 ans. Donc j'avais téléphoné à un théâtre à Paris, petit, 200 places. J'ai dit, tu veux bien que je joue chez toi un mois, juste comme ça pour le plaisir. Le mec, il m'a dit, tu es fou, pourquoi 200 places t'es mal... J'ai dit, si. Et j'ai été le premier surpris du succès du spectacle. C'était magique. Je veux dire, j'ai fait 5 mois au gymnase complet. J'en revenais pas. Et je pourrais jouer ce spectacle encore pendant 2 ans en tournée. Donc, et ici, j'ai joué et je me suis amusé. Mais qu'est-ce que je me suis amusé. Un soir, c'était trop court. J'imagine. Et puis on a fait une avant-première hier de mon film. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ils ont ri. J'ai adoré ça. J'étais caché, les yeux fermés. Oui, parce que moi, je regarde mes films les yeux fermés, quand il y a du public. Oui, les images, je connais par cœur. Donc, je me concentre sur la respiration des gens dans la salle. Et j'écoute. J'écoute comment ils respirent, j'écoute comment ils rient, j'écoute s'ils rient là où j'ai pensé qu'ils allaient rire. Parce que le cinéma, c'est une horreur. En fait, il faudrait faire... Moi, mon cinéma, j'aimerais le faire avec du public. Tu vois, tu aurais des gradins, avec 800 personnes. Très bien. Tu dis moteur, tu fais la scène. Ils n'ont pas le droit de rire pendant la scène. Non. À cause du son, d'accord? Tu dis couper, et à ce moment, ils rient. C'est pas simple ton truc. Ils engrangent le rire, oui, d'accord. À couper. Et s'ils ont ri, je passe au plan suivant. Comme ça, je sais qu'ils ont ri. Tandis que quand tu fais rire au cinéma, tu sais pas qu'ils vont rire. C'est sûr. Tu sais, tu travailles pendant des mois, ça dure 3 ans de faire un film. J'ai écrit avec Pascal Elbé, on est là dans le bureau. Je leur joue les scènes. Comme je fais des one-man shows, je peux jouer tous les personnages. Donc je joue les scènes, je vois si ça bouge dans leurs yeux, je teste. C'est Raymond DeVos qui m'a appris ça. Tu sais, Raymond, tu mangeais avec lui, au bout d'une demi-heure, il te faisait un nouveau spectacle. Et si tu riais, tu le retrouvais dans le spectacle d'après. Bien sûr, Coluche aussi faisait ça. Il avait un dictaphone. Chaque fois qu'il sortait une connerie, les gens rigolaient, il s'écartait, il mettait dans le dictaphone et il revenait au déjeuner. Et il continuait son travail. Il répétait comme ça. Donc, je teste tout le temps, je cherche tout le temps. Je vois si ça s'allume dans les yeux des autres. Et après, tu tournes. Et tu essayes de faire le mieux que tu peux, d'être le plus sincère possible. Mais tu ne sais pas ce qui va plaire aux gens. Il n'y a pas de recette. Il n'y en a pas. Donc quand tu es à Montréal, tu es loin de Paris, ton film n'est pas sorti en France, il y avait 400 personnes dans la salle. Heureusement, il y avait un balcon, donc je pouvais me cacher. Et ça commence. Et tu vois, mon film, les 5-8 premières minutes, il démarre lentement parce qu'il y a beaucoup de choses à installer. Donc pendant 8 minutes, tu transpires. Tu te dis, est-ce qu'ils vont rire? Est-ce qu'ils vont rire? Et là, tu sais que là, tu as fait une scène où ils doivent rire. Tu sais qu'ils doivent rire. Parce que tu t'as dit, quand tu as tourné, tu as dit couper, et tu as dit, à ce moment-là, tu as dit, s'il ne rit pas, je me coupe les couilles. C'est ça que tu as dit. Ah oui, moi je dis ça toujours. Il y a un technicien, il m'a dit, tu as combien de paires de couilles? Je dis toujours ça. Je dis, s'il ne rit pas là, je me coupe les couilles. Et donc tu es là dans la salle, dans le noir, avec ton sécateur. Tu vois, tu es le jour des résultats du bac. Je vois ça. Alors quand il rit, non seulement tu es soulagé parce que tu te coupes pas les couilles, donc ça fait moins mal. Oui. Et ensuite, tu sens que tu as trouvé le chemin de leur cœur. Quand tu as passé seul 28 ans sur scène, et que tout d'un coup tu as tout ça devant toi, moi, je vais jamais m'arrêter. Sauf si le public me dit, oui, rentre chez ta mère parce que tu étais mieux sur scène. Bon, là tu parles de ta mère, parlons de ton père. Et revenons justement quelques années en arrière, où seul justement, face aux spectateurs, tu étais donc ici au festival Juste pour Rire, pour le plus grand bonheur des Québécois. Merci beaucoup. Bonsoir. Je sais pas comment vous allez, moi je vais très mal. Non, c'est vrai, j'ai un fils, je me demande si c'est mon fils. Des fois, je me demande si c'est pas une expérience génétique. Non, je vous jure, c'est vrai. C'est-à-dire, vous voyez quoi, c'est le fou des fous. L'empereur de la déconnade. C'est-à-dire, si demain, on fait les Olympiades de la folie, mais avec les fous du monde entier, sans boycott, même avec les Russes, hein?
Eh bien, je peux vous dire une chose, avant les compétitions, tous les fous du monde entier, quand ils sont dans le stade et qu'ils s'entraînent, quand ils voient arriver mon fils, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent les médailles, ils lui font « Voilà, c'est pas la peine, tu as gagné !» J'ai été le voir il y a 2 jours. Ça s'est passé à peu près comme ça, à peu près. J'ai fait « Bonjour, bonjour mon fils. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Tu as l'air embêté. Tu es embêté voir ton père, c'est ça? Hein mon fils? Non papa. Bonjour papa. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis surpris, je suis venu te parler, j'ai pas le droit? Non, parce que quand tu es parti de la maison, je t'ai dit quelque chose, moi? Hein? Est-ce que je t'ai dit quelque chose? J'ai rien dit. Et quand tu as voulu changer de nom, est-ce que je t'ai dit quelque chose, moi? Hein? Non, je suis resté con à la télévision, j'ai rien dit. C'est vrai que Maïmou, c'est pas très français. Tu cherches du travail, tu dis bonjour monsieur, je m'appelle Maïmou, c'est pas très... Mais de là à choisir Anatole France... Mon fils, tu t'es trompé. Tu crois qu'il suffit de prendre le nom des Français pour que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de la France? Mon fils, tu n'as que l'enveloppe. Tu n'auras jamais la lettre qui est à l'intérieur. À la limite, tu es timbré, c'est tout. Tu es embêté, hein? Il t'embête, ton père, hein? Il te gêne, le petit vendeur de pantalons, hein? Non, papa, tu me gênes pas. Mais papa, essaye de comprendre. On est en France maintenant. On est en 1985. Papa, moi je suis né en France. Sur mon passeport, il y a marqué français. Je suis français. Papa, j'en ai marre d'avoir une étiquette dans le dos. J'en ai marre de la différence. J'en ai marre de cet accent. Chaque fois que j'essaye de dire je t'aime à une femme, elle rigole. La preuve. Papa, j'ai envie d'être français. Tu comprends ça? Français. Attends, je vais être clair. Papa, tu sais ce que je voudrais être? Je voudrais être bourguignon. Hein? Bourguignon? Non, attends, tu m'as complètement éparpillé, tu m'as fait un choc, il faut que je me regroupe là, hein? Non, mais c'est pas tous les jours, ton fils il vient te voir et fait bonjour papa, je vais être bourguignon, c'est pas tous les jours. Méfions-nous, peut-être sont-ils plusieurs. Peut-être même est-ce une secte. Les juifs tunisiens qui veulent devenir bourguignons, on sait pas. On sait pas. Bon Michel, parlons maintenant un peu de ce qui te fait rire, toi. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est où les sujets sur lesquels j'ai envie de rire sont des sujets qu'on a beaucoup en commun. Donc, mais je reste moi-même. Fernand Reynaud, toute sa vie, il est resté stéphanois. Toujours. Et Coluche, toute sa vie, est resté un banlieusard. Toujours. Et je pense que il ne faut pas changer ça. C'est ton terreau d'origine, ça. Oui, non, mais c'est ma culture, c'est ma personnalité. Regarde, prenons un autre exemple. Lucchini, il est Lucchini. Et quand il est sur scène, il peut parler de tas de choses différentes, mais c'est toujours lui qui parle. Et quand t'écris, alors c'est pire. Donc il ne faut pas se trahir soi, mais il faut comprendre qu'on peut s'ouvrir vers les autres. Et ça, c'est très important. Alors ici, tu as l'occasion, à travers ces festivals, quand tu viens, de voir justement cette nouvelle génération, à la fois québécoise et française, qui est présentée aux spectateurs. Est-ce que tu as le temps de fouiner, d'observer? Il y a un jeune humoriste québécois d'origine marocaine, Rachid Badouri, donc ce garçon que j'ai vu sur scène ici, qui à mon avis va venir en France jouer à un moment donné, il a un talent fou. Et la manière dont il parle de sa réalité d'immigré, de son père ici au Québec, c'est très très drôle. Parce qu'il ne parle pas que des Marocains, il parle des Chinois. C'est très drôle ce qu'il fait. Mais, et puis chez les Français, évidemment, l'arrivée de Danny Boone, l'arrivée de Gad Elmaleh, l'arrivée de gens comme ça depuis quelques années, c'est un bonheur, pour moi, c'est un bonheur fou de les voir. Alors justement, tu parles de Danny Boone. Figure-toi qu'un jour, il est ici et il s'est fait piéger parce qu'il est vrai que l'une des spécialités du Québec, c'est... Toi aussi? Ils m'ont eu, mais c'était une honte comment ils m'ont eu. C'était quoi? Vous ne pouvez pas savoir, ils m'ont fait croire qu'ils allaient me donner une médaille. Oui. À la ville de Montréal. C'était en 85. Crédible, tout ça c'est crédible. Oui, encore que bon. Alors, j'arrive à la mairie de Montréal. Il y a un mec, il y a d'abord une fille, la secrétaire du maire. Je monte les grands escaliers. Il y a les mecs, comme la police montée québécoise, avec le truc rouge, je disais, pas les chevaux. Tu vois. et je rentre dans une grande salle, il y a plein de gens qui sont là. Et ils disent un long discours.
sur ma carrière, ça pour me remettre la médaille. Et avant de me remettre la médaille, ils me disent, bon maintenant, il faut boire ça, c'est une tradition québécoise. C'était une boisson horrible, qui n'existe pas ici. Ils ont fait ça pour se foutre de ma gueule, j'ai bu, c'était horrible, je faisais semblant que c'est bon. Et il me dit, il faut maintenant que tu dises caribou boubou, caribou boubu. Moi je regarde le mec qui est censé être le maire de Montréal, je me dis, ils sont malades ces Québécois. Caribou boubou, caribou boubu, à la mairie de Montréal pour me donner une médaille, mais vous avez... Alors, et en plus, et alors, attends, non. Et au-dessus de ma tête, ils mettent un truc d'orignal, là, avec les machins, là. Et ils me font croire que c'est une tradition québécoise. Très bien. Et à la fin, le mec, il dit, monsieur, merci, monsieur Enrico Macias. Et comme un con, je suis comme un con, moi. Alors justement, tu vas le voir, tu n'es pas le seul. Danny Boone, quand il prend un taxi au Québec, ça donne ça. Hello. Ah! Hey, je vais me rendre, moi, là. Bienvenue. C'est comme un gars que je connais. Il dit, je prends une broche, à toutes les fois, je décolle. Tabarnak, je voudrais pas... non, j'en parle pas avec lui. Il est sous. Eh non. Alors, vas-y. T'es sous, Attends, non, c'est de l'eau. Tout bien. C'est de l'eau. Il s'est enfergé dans sa porte. Non, c'est... Attendez. Non, c'est vous. Non. C'est gratuit. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'eau. J'ai bu de l'eau. Vous parlez français ou anglais? Oui, français. Ben, c'est parce que vous avez l'air d'être en poisson, là. Je suis pas sous, madame. C'est criminel, ça, monsieur. Mais je suis pas sous. Monsieur, vous avez failli tomber 3 fois, là, en marchant, là. Vous n'avez pas d'affaire à boire pour faire un métier public comme ça, pour conduire des voitures. Mais je conduis mieux quand je suis bourré. Il y a un problème, là. Dorion Sainte-Catherine. Monsieur? C'est ma... Ah, j'ai peur. C'est bon, là? Ah, j'ai peur. Dorion Sainte-Catherine. Ah, j'ai peur. Oui, je parle, là. Ouh. Allez, André, là. Non, pas entendu. Dorion Sainte-Catherine. Parc Jarry. Saint Laurent and Sherbrooke. Juste pour rire. Dorion Sainte-Catherine. Non. Parc Jarry. Sherbrooke. 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 Je vais vous le dire quand c'est arrivé. Parc Jarry. Parc Jarry. Carrie? Qui est Carrie? Carrie? Parc. Oui? Parc Jarry. You can thank... Yeah, I know. Non, écris-le. Alors, vous payez le compteur? Le compteur? Monsieur... Alors, puisqu'on parlait de cette première expérience en 1985, revenons sur ce lien avec le public québécois. Est-ce que réellement ce public est différent dans sa manière de réagir, de comprendre, d'entendre ce qu'un artiste français peut leur proposer ou pas? Quand tu es français et que tu arrives là, si tu as les codes, si tu vas vers eux, si tu es généreux, ils t'acceptent. Alors, évidemment, ils rient pas pareil qu'avec un Québécois. Tu comprends? Parce que les Québécois qui sont sur scène, ils parlent du Québec, c'est normal. C'est pareil en France, quand tu as un humoriste québécois qui arrive, tu l'apprécies s'il est drôle au-delà du Québec. C'est pas parce qu'il est québécois qu'il est drôle. C'est parce qu'il est drôle. Et ensuite, il se trouve qu'il est québécois. Et bien ici, si c'est drôle avant d'être français ou tunisien, tu vois ce que je veux dire?
Pour toi. Parce qu'il l'a Moi, jamais je dit. suis très tunisien de Il l'a l'intérieur. jamais, mais moi. Olivier Mine est tunisien. Personne ne le sait. C'est vrai, mais tu as raison. Hein? Dans une autre vie, j'ai Son dit vrai la- nom, c'est Chemla. Personne ne l'a dit. Et son prénom, c'est Fortuné. Fortuné Chemla. Et donc, si jamais tu arrives à dépasser la dimension française de ton travail, et puis ils rient. Et puis ils adorent qu'on improvise, ils adorent le jeu avec le public. Ils sont très comme ça, ils sont très stand-up, ils sont très. Mais comme les humoristes français d'aujourd'hui sont très stand-up aussi. Oui, mais c'était moins le cas à l'époque. Ah oui, beaucoup moins. C'était moins le cas à l'époque. Donc, Oui, tu mais quand Raymond DeVos venait ici, il faisait un triomphe. Parce qu'ils aiment la langue, ils aiment le bien français. sûr. Ils aiment encore plus le français que nous. Hein. Mais si jamais ça passe, ils t'adorent. Ils t'adorent. Et ils sont super chaleureux. Ils sont super chaleureux. Vraiment. Non, sans déconner. Alors justement, tu parlais de la chaleur du public, on va voir ça maintenant parce que tu as été maître de cérémonie ici. Oh oui. 3 années, c'est ça hein? Puis j'ai pendant une semaine, pendant tous les galas en français de Juste pour rire, je les ai une fois tous animés avec Dominique Michel, tous les soirs. J'ai fait tous les soirs. Là, ils font un soir chacun. Moi, j'ai fait ça tous les soirs avec Dominique Michel, tous les galas. Bon, alors, revue de détail maintenant. Je suis venu travailler et répéter 3 semaines. Et je peux vous dire que, comme mon métier, c'est pas tout à fait présentateur, parce que j'ai beaucoup de mal à être synthétique. Non, c'est pas vrai, Michel. C'est mon côté suédois. Vous qui êtes tunisien, vous savez être synthétique. Bien sûr. Nous, les Suédois, on parle très peu. C'est vrai, c'est vrai. On a du Sujet, mal. verbe, complément et c'est tout. Exactement. Donc j'ai souffert, mais on a rigolé. J'imagine. Mais on va continuer à rire en voyant justement avec cette revue de détail tous ceux et toutes celles qui se sont donc prêtés à l'exercice et à représenter le festival Juste pour rire. J'en ai fait un avec Michel Barrette. Je suis descendu de l'avion à 5 heures, j'avais jamais vu ce mec-là. Oui. J'étais sur scène au Grand Saint-Denis devant 2000 personnes à 19 heures. D'accord? Je l'avais jamais vu. J'avais eu les textes la veille. J'avais essayé de l'apprendre dans l'avion. J'ai impossible d'apprendre les textes. Je n'avais jamais vu ce type-là. J'ai animé toute la soirée avec lui. Jamais, je crois que jamais j'ai autant ri que ça. On a ri. Ah mais on a ri. J'adore ce mec. On s'est comme une histoire d'amour, comme un coup de foudre. Ça aurait pu très mal se passer. Et ça a collé. Hop! Et moi je disais n'importe quoi. Je connaissais pas les textes. On a ri. On va regarder tout ça en image. Mesdames et messieurs, Michel Bougenat, je crois. Michel Bougenat, mesdames et messieurs. Michel Bougenat. Voilà, je viens. Michel Bougenat. Voilà, je viens. C'est l'avion. C'est l'avion. C'est le décalage horaire. Bonjour le Québec. Michel Bougenat. Bonjour le Québec. Soyez gentil, monsieur. Allez chercher mes bagages qui sont là-bas. Une joke attend pas l'autre. Il vient juste de débarquer, il commence à faire des jokes. Hein, c'est Mike, mets ça là-dedans, mon Mike. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, où est Jacques Villeneuve? Jacques Villeneuve? Oui, parce que c'est avec lui que je dois présenter le gala ce soir. Non, vous avez dû avoir une mauvaise information. Il avait parlé d'un gars qui était bien vite, qui aimait les voitures, mais c'est pas Jacques Villeneuve. Lui, il est en panne dans le parc de Laurentides, Jacques Villeneuve. T'as pris une taille en dessous de moi, la chemise. Comment ça? Ben, moi, mes bras, tu vois, il y a de la place. Toi, t'es trop serré. Ouais, même chose avec les sous-vêtements. Il faut que je te dise un truc. Il y a un truc que je voulais te dire. C'est notre dernier gala, puis ouais. Je pense que ce serait important que je te le dise. Tu sais, depuis longtemps, tu reçois des lettres anonymes. Oh, ouais. Hein, tu sais très bien de quoi je parle. Ouais. C'est moi qui t'ai envoyé. Non. Franck, on t'aime beaucoup, mais Stéphane est plus drôle que toi, plus gentil. Faudrait que tu lui donnes ton cachet. C'est toi? C'est moi. Franck, j'adore ton corps. Quand je pense à toi, je m'enduis de miel et je me lèche le... Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est... Je sais. C'est moi qui me les envoie. Ça me surprend pas. Un instant. Quoi? Si tu me permets, Franck, je sais que t'es content de travailler avec moi, mais ça aurait pu se passer autrement parce que j'ai failli pas y être ce soir. Vous autres aussi, vous le savez pas, mais j'ai failli me perdre.
pendant que j'étais dans les vieux pays, de l'autre bord, en France, il m'est arrivé un truc. Moi, j'ai jamais de soucis de santé. Je suis toujours en forme, je suis chanceux, je touche à du bois. Mais, non, pas du métal, du bois. Oh, je suis gentil, là. Non, mais sincèrement, j'ai capoté. J'étais l'autre bord, puis à un moment donné, je me lève le matin, puis il y a une petite bosse qui m'était sortie dans le dos. Alors, tout de suite, j'ai paniqué parce qu'une petite bosse, tout de suite, on pense à... Un cancer? Non, j'ai pas pensé à ça. Pensez à Notre-Dame de Paris. Non, bon. Non, en fait, je me suis fait checker, là, puis en fin de compte, ils ont découvert que j'avais un KISS! Moi, pas le groupe musical, là, pas... Non, une boule de chair. Pas Cher, la chanteuse, là. Non. Bon. Non, mais hey, ils m'ont opéré. Moi, j'avais jamais eu ça, une chirurgie, puis 3 points de suture. J'ai capoté. J'ai vu le tunnel, tout. Ah, j'ai eu peur, hein? Oh, pauvre petit bonhomme. Tu veux que t'es chanceux d'être avec moi, ça? Ben, toi aussi, t'es chanceux d'être avec moi. Ben, je sais que je suis chanceux. Ben, oui, moi aussi, j'ai failli pas être là. Arrête donc. Ben, bien sûr, j'ai failli pas être là. J'ai pas envie d'en parler. J'ai été pris en otage. Et, Voyons donc, j'ai pas entendu parler de ça. J'ai pas voulu qu'on en parle, ça touche à ma dignité, merci. Non, j'ai été pris ici, hein, chez vous, à Montréal. Non. J'ai été pris en otage dans une banque. Non. Je te jure, l'autre jour, j'ai changé mes euros en dollars canadiens. On peut pas toujours être gagnant. Et là, écoute, je rentre dans la banque, je te jure, hein, et là j'entends « Oh les mains, c'est un hold-up !» Aussi sec que j'obtempère. T'obtempères? Si j'ai pas pensé à ce mot-là tout de suite. Hop! Je lève les mains. Et là, je regarde les gangsters comme ça et je leur dis, messieurs, ne soyez pas les Robins des Bois des temps modernes. N'essayez pas d'être des violents. Baissez vos fusils, posez-les à terre, retrouvez votre dignité. T'as dit ça? Non, j'ai fermé ma gueule comme tout le monde. Et là, tout à coup, il y a Mickey qui s'approche de moi. Mickey? Ah, ils avaient des masques, des professionnels. OK. Et là, il me dit, toi, viens là. Je dis, pourquoi moi? Attends, on est 10, on pourrait au moins tirer au sort, quoi. Ben oui. Ah, c'est vrai, ou alors prenez un enfant, je sais pas, il se rendra pas compte. Et là, le gars me dit, toi, ta gueule. On va t'accrocher à la porte du coffre, on va te mettre un bâton de dynamite dans le... une grenade dans la bouche, et si on nous donne pas la combinaison du coffre, on allume la mèche et tu fais la clé géante. Non. Oui. Je leur dis, vous pouvez pas faire ça, je suis trop nerveux. À tous les coups, je vais fermer les fesses et ça va éteindre la mèche. Non, fais pas ça. Je te jure, ils m'ont accroché à la porte du coffre. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils avaient dit, ça pique, hein. Oh! Et là, je suis resté comme ça pendant 2 heures. 2 heures, et heureusement, la police est arrivée, ils sont arrivés, ils ont fait un carnage, ils ont massacré tout le monde, les masques étaient même plus récupérables. Et là, au moment, alors c'est là, attends, au moment où j'allais partir, il y a le chef de la police qui me dit, monsieur Dubosc, je fais mal l'accent québécois. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et vous oubliez le bâton de dynamite. Oh, c'est incroyable. C'est comme les gougounes. Au début, t'as du mal à marcher avec. Puis après... Hugues! C'est pas vrai! Y a-t-il quelque chose qui cloche? Oui! Vous m'aviez pas dit que c'était ça que vous feriez! Moi, vouloir faire surprise vous? Oui, grosse surprise! Grosse surprise? Je me l'avais pas dit. Costume fait à Paris sur mesure? Oui. Oui. Sur les conseils amis québécois? Ah oui, de qui? Max Gros-Louis. Arrête donc. Le chef Huron Max Gros-Louis, Hugues. Oui, mais Max Gros-Louis s'habille pas comme ça, il s'habille comme nous autres, lui, il s'habille comme tout le monde. Ah bon? Il s'est Oui. payé ma tête? Un peu, oui, je crois. Ouais. Eh bien, moi, je me suis payé ça m'a coûté beaucoup d'oseille. Ah oui? Oui. Il y a un détail, il y a peut-être... Et là, ça va mieux, là? Oui, c'est très beau, mais... Très beau. Avez-vous un peu chaud? Et là, connaissez Coiffeur Alexandre? Oui. Coiffeur des Reines? Mm-hmm. Il m'a fait la coiffure Tina Turner. Hein? Hugues. Il y a quelqu'un ici ce soir, là, parce que là, on ne le trouve pas, nous autres, Michel Leb. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici ce soir qui s'appelle Michel Leb? Oui, c'est moi, oui. Oui. C'est moi. Où ça? C'est moi ici, là. Oui, c'est moi, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous voulez monter Bonjour, sur scène? excusez-moi.
Non, un instant. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Bonjour. Non, un instant, mesdames et messieurs, on sait pas si c'est lui, là, hein? On sait pas encore si c'est lui. Bonsoir, Un instant, bonsoir. je regrette infiniment. Bonsoir. Mais Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente de Oui. vous rencontrer. Vous êtes un grand Michel Leb, hein? Il n'y en a pas de plus petit. Ben, je sais pas, mais il me semble que ça aurait été mieux un plus petit pour moi, là. Mais on n'est pas sûr encore si c'est vous, là. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes Michel Leb, hein? Eh ben, pas- c'est celui qui y est, c'est moi, puisque je vous dis que c'est moi, c'est moi. Ah oui, c'est bien beau, ça. Vous le dites, c'est bien. Mais est-ce que vous avez quelque chose pour prouver votre identité? Je sais pas, moi. Vous savez, il y a un gros cachet, hein, pour co-animer le festival. Il faudrait pas donner ça à n'importe qui, hein? Ça, écoutez, Non, c'est non, absolument non. incroyable. J'ai une photocopie de mon contrat qui est là, alors là, Ouais. vous pouvez vérifier, ça c'est... Bon, d'accord, oui. Je certifie par le présent, recevra à titre de co-animateur la somme de 2 millions. Eh oui, 2 millions. Êtes-vous sérieux, 2 millions? Ah oui, oui. Ah, des anciens francs! Ah, ben ça, c'est ça. Bon Michel, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cette émission. C'est gentil. Mais que te dire, si ce n'est les 5 lettres pour le film? Oui. Hein? Oui. Bon, et quoi d'autre? Croisons les doigts. Ça te fait peur. Oui, c'est normal que t'aies peur. Oui. Et quoi d'autre? À bientôt? À tout, à tout. Bon. Tu sais quoi? On va regarder Franck Dubos maintenant. Ah oui, très bien. Franck qu'on va retrouver dans un sketch. Je t'en dis pas plus. D'accord. Regardez. Faut que je prenne quelqu'un en stop, sinon je vais m'endormir. Il y a personne qui va sur Montpellier? Non, parce que ça m'arrangerait bien d'avoir quelqu'un avec moi, quoi, pour monter en voiture. Pas vous, monsieur. Non, je ne prends pas les hommes. Il a les yeux qui sentent le vice. Non, je prends... La demoiselle a l'air de vouloir aller sur Montpellier. N'ayez pas peur, montez donc. Allez, on y va. Bon, entrez, n'ayez pas peur. Donc, on imagine... Oh, vous êtes bien jeune. Vous n'avez pas peur de monter avec un inconnu en autostop? Hein? Vous pourriez tomber sur un vieux sadique. Heureusement, c'est moi qui vais vous... Enfin, je veux dire, vous rendre service. Donc, on imagine, vous faites du stop, venez, n'ayez pas peur, ne restez pas dans la forêt. Hein? On imagine que vous êtes sur l'autoroute, vous faites du stop, votre fiancé vous a quitté, votre jupe est entièrement déchirée. Tiens, on va peut-être la déchirer un petit peu pour... Non. Elle ne se débat pas, c'est bien. Laisserai faire. Donc, alors, vous êtes en pleurs, vous faites de l'autostop. Montrez-moi comment vous faites de l'autostop. Ouais. Attention, je risque de ne pas voir le bras. Il faut que je voie le bras, montrez-moi le bras. C'est bien, attention, la forte tempo va vous casser le bras comme ça. Mais ce n'est pas grave, je sais conduire, c'est bien. Donc moi j'arrive, pour l'instant vous ne savez pas encore que vous êtes à quelques mètres du rêve. On est prêt? Allez, on est en pleurs, on est sur l'autoroute, on fait de l'autostop et j'arrive. Attention, je n'ai pas m'arrêter, voilà. Merde. Bonjour, mademoiselle. Je vous emmène? Attendez, j'enlève la sécurité bébé. Je n'ai pas encore d'enfant, mais on ne sait jamais, une rencontre. Entrez donc. Il faut que tu ouvres la porte. Sinon, ouais, ça voudrait dire que tu traverses la tôle. Tu n'es pas magicienne. Voilà. Tu peux la fermer, la porte aussi. Voilà, c'est bien. Voilà, tu la mets derrière toi si tu veux. Viens, la forte tempo n'est pas si grande. C'est la première fois que tu montes dans une forte tempo? Fais un vœu. Moi, j'adore les fortes tempo. Mais alors celle-là, la mienne, là, oh là là, elle suce. Elle suce, elle suce, elle suce. Et toi?
Tu as une voiture? Oh. Faut que tu parles, hein, parce que sinon je vais m'endormir. Moi, si tu parles pas, je te mets dans la forêt, je t'attache à un arbre. Non, je sais ce qu'on va faire. On va rebasculer sur la version playback que je faisais tout à l'heure. Luc, tu bascules le sonneur en overbooking facial, s'il te plaît. Ça veut rien dire. C'est pour faire classe. Ce qui va se passer, c'est... Ne me regarde pas avec tes petits yeux d'amour. Ce qui va se passer, tu sais quoi? C'est que Luc va t'envoyer le son et toi, t'auras qu'à bouger les lèvres. Tu feras un peu de playback. Oh, ça va. Montre-moi comment tu fais du playback. Oh, tu le fais bien! Tu as été chanteuse. Bon, alors on y va, vas-y. Alors, on est dans la voiture, nous roulons. Tu es prêt, Luc? On va y aller, attention. Hein, on roule. Moi, je vais dire juste 1, 2, 3, puis hop, tu y vas. Attention. 1, 2, 3, là. Oh, j'ai les couilles qui me grattent. Luc! Je suis désolé. Luc, tu as mis la version autostoppeur. C'est une fille. Non, mais attends, hé. Je suis désolé. Tu rigoles, tu pleures, tu sais pas bien. Tu te mouches. Et donc, tu as tendance à sortir de la voiture constamment. Donc, on recommence, excuse-moi, on va le refaire, allez. Tout le monde est prêt, attention. T'es prête? 1, 2, 3. Je m'appelle Katharina. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Katharina. Je sais, tu viens de le dire. Tu prends de la drogue, non? Attention, ça va être à toi. Je suis fatigué en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Je bosse 12 heures par jour. J'arrive pas à voir le bout. Je suis crevé. En plus, je sors d'une grosse colique qui m'a complètement vidé. Parfois, j'ai envie d'arrêter les études, partir sur un bateau, faire le tour du monde. Il paraît que le Mexique est un super pays, même si on sait que Mexico City est une des villes les plus polluées du monde, si ce n'est la plus polluée du monde. Tu parles beaucoup, toi, hein? Tu serais pas française. Attention, tu es prête? C'est à toi. J'ai envie de t'embrasser sur la bouche. Non, franchement, ça me dérange pas du tout, tu sais. Mais tant que ça reste copain, copine... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas faire caca dans la voiture? Attention, tu es prête? C'est à toi, là. Tu as des préservatifs? Wow. Tu m'excites comme une folle, je suis en train de devenir dingue. Tu descends. Excuse-moi, là, je trouve que tu vas un petit peu loin. Le bisou, tout ça, c'est sympathique, ça donne des frissons. Mais là, moi, je te fais monter comme ça pour t'amener chez toi. Là, je te demanderai de retourner dans la forêt parce que j'ai l'impression qu'on va aller un peu trop loin tous les deux. Et je ne suis pas un garçon facile. Je suis pas sûr de revenir à Montréal. Et donc, je te demanderai de repartir. C'était bien parti. Je pensais pas qu'on irait jusque-là. Katharina! Katharina! C'est ton vrai prénom? Non? Alors, pourquoi tu m'as menti? C'est quoi ton vrai prénom? Julie. Ah ouais, je comprends. Julie, tu as été adorable. Je voudrais... Donne-moi ta petite main. Prendre une main pour le bisou, une autre main pour le plaisir. Et je voudrais juste... Les belotes. Je voudrais juste que tu me promettes une chose, c'est de ne plus jamais monter avec n'importe qui en autostop. Tu me le promets? Jurer, cracher? Ne crache pas, hein? Non, c'est une promesse, hein? Je te remercie beaucoup, tu as été adorable.
Et je te dis bravo. À bientôt, Julie. Merci. Nous voici maintenant place Jacques Cartier. C'est non loin d'ici, du balcon de la mairie, que, rappelez-vous, le général de Gaulle avait lancé son fameux... enfin bon, on va pas s'étendre là-dessus. Mais si je suis ici, c'est surtout pour rejoindre Arturo Brachetti, le maître de la métamorphose, qui est présent dans le cadre de ce 25e festival Juste pour rire. Avant de le retrouver, voici d'abord, Régis Laspalès et Philippe Chevalier. Ils étaient eux aussi les invités du festival. C'était l'année dernière et ils étaient là pour la première fois. Bonjour monsieur, j'aurais voulu s'il vous plaît les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur. Bonjour monsieur. Pau. C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors Pau. Bah oui, Pau avec un P. Alors Pau. Oui, comme ça s'écrit, pareil. Pau. Oui, bah je suis pas arrivé, moi. Alors vous avez un départ gare d'Austerlitz, 6h57. Oui. Arrivé à Pau, 15h23. Ouais. Ensuite, départ 8h32, arrivé 17h46. Oui. 10h42, 19h05, c'est un rapide. VV, je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03 et 18h40, 0h22. Oui, alors, ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé Pau. Non, non, mais il n'y a pas de problème, oui, ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne, là. Ah, il y a des vedettes, hein, là. Il y a des vedettes. Il est marrant, lui, c'est pas évident, ça. N'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57 Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31, monsieur. Bah, il n'arrive pas avant les autres. Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, bah c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. C'est ça, oui, bah c'est le train qui roule quand il fait nuit qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Et ils roulent, c'est la nuit. Alors écoutez-moi, monsieur, dans la mesure où il me semble qu'apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligeance de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande? D'avance, merci. Et paf! Ce feignant là, c'est un feignant, lui. Je suis tombé sur le roi des feignants, moi, le roi des boulets. C'est pour moi, t'as boulet. T'as boulet, lui. Vous me cherchez, bah, hein? Non, je cherche pas, là, là. Si, vous me cherchez. Non, je vous cherche pas. Vous me cherchez. Oh, il a un regard, c'est impressionnant, hein. C'est pas celui de Lorraine Bacal, mais on dirait le port de l'angoisse. Cherche. Non, en tout cas, je vous ai trouvé, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Alors, ennui. C'est ça. Départ 23h04, arrivé 7h01. Oui, c'est un couchette. Non, c'est un train de nuit. Et vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Bien sûr. N'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent couchette en même temps? Qui fissent? Oui, qui fissent. Et puis quand on a envie de fisser, faut pas se priver. Alors, il y en a un qui part à minuit 12, qui fisse. Oui. Qui arrive à Pau à 7h59. Oui, c'est tout. Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc une minute après. Oui, merci, j'ai compris, oui, oui. Qui arrive à 7h64. Ah bah c'est pas mal, ça, 64, oui. Alors celui-là, il met 3 minutes de plus? Oui, c'est un omnibus. Ah bah oui. Il s'arrête dans 60 gares. Oui, en effet, Seulement, oui. il roule beaucoup plus vite entre les gares. J'espère seulement qu'il a de bons freins. Au point de vue des tarifs, c'est pareil? Ça dépend à quelle heure vous partez. Disons celui de minuit 12. Vous faites le tarif couple, évidemment. Oui, monsieur, mais seulement si vous êtes au moins deux et de sexes différents. Ah, mais moi je suis seul et du même sexe. Dans ce cas, je peux vous faire mi-couple. Oui, alors allons-y pour mi-couple, oui. Alors, en mi-couple du même sexe. Oui, vous serez bien aimable, oui. Vous serez bien gentil de me garder le mien si ça vous fait rien. Non, c'est pas que j'en sois ravi, mais enfin, on s'habitue, vous savez ce que c'est? Je suis désolé, les couchettes sont pleines. Elles sont pleines de quoi? Non, je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons-lits, seulement c'est plus cher. Et vous n'aurez pas mi-couple. Ah, c'est beaucoup plus cher le wagon-lit? 80% de plus. Oui, oh ben c'est pas, oui, quand on y pense. Ça vous fait le même prix que l'avion. Oui. Ah ben l'avion, donnez-moi donc les horaires d'avion, ça va peut-être m'arranger, ça. Vous voulez un vol direct? Oula, oui. Eh ben oui. Je pose la question. Oui, 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 vous faites bien. Eh ben je vous réponds oui, puisque d'une part, je connais bien Rennes et Strasbourg, et d'autre part, je dois me rendre à Pau le plus vite possible, puisque je vais à l'enterrement d'un vieux camarade. Alors je voudrais lui serrer la main une dernière fois avant qu'il ne meure. Héros de l'aviation, comme chacun sait. Bien sûr. Ah, vous avez le vol du matin à 10h. Très bien. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est très rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre.
Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Attendez, là, Cela comment... dit, il est très rapide. Attendez, comment ça, on peut pas descendre? Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Non, mais enfin, si on peut pas descendre... C'est vous qui voyez. Non, attendez. Nous sommes à Montréal avec certainement le maître de la métamorphose, Arturo Brachetti. Arturo, bonjour. Merci Bonjour, d'être bonjour avec nous. C'est avec le festival une histoire qui date maintenant depuis quelques années quand même. Hein. Oui, de 97. Oui. 10 ans. 10 ans, à l'anniversaire. 10 ans de mariage avec Gilbert Rozon. Bon. Alors que c'est légal ici au Canada. Non, j'ai pas dû passer à la casserole pour faire ce travail. Je suis très content. Oui, le talent surtout. Non, parce que j'étais pas assez mignon. Je suis trop vieux et trop moche là. On peut dire que ça s'est d'emblée bien passé avec le public québécois? Fantastique. Le public québécois, c'est fantastique puisqu'ils ont l'enthousiasme des Américains avec la culture des Européens. Puis ils adorent la France, ils adorent l'Europe. Si tu vois, dans plein de cafés ici, il y a toujours une tour Eiffel peinte sur le coin. Et la petite Italie, la petite France, la vieille Europe, il y a plein de cafés comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont encore le cœur leur software qui vient de là. Alors nous, avec ce spectacle qui a été produit avec les moyens américains, c'est-à-dire avec le paquet de lumière, le paquet de décors et tout ça, ça a eu un impact extraordinaire sur ce public. Quand on parle de toi, on dit souvent, Arturo Brachetti, qu'il est touché par la grâce. Alors en même temps, on pourrait se dire... La disgrâce. Avec un C, pas avec 2 S. Hein. Ça va alors. Mais cette grâce-là, c'est vrai qu'on pourrait se dire que tout compte fait, elle n'est peut-être pas anodine non plus, parce que même si les voies du Seigneur sont impénétrables, on peut dire qu'elle mène en tout cas... Maître, là, hein. C'est vrai? Bah oui, j'ai pris les tours de magie dans un séminaire alors. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ces voies du Seigneur, elles mènent à tout aussi, au séminaire et puis à la transformation. C'est, comment dire, quelque chose qui t'habitait depuis toujours en fait et qui s'est révélé à un moment donné. L'idée d'être sur scène, d'être en communication avec les gens et que justement le séminaire ne pouvait pas apporter, ne pouvait pas donner. Mais il faut dire que bon, j'étais au séminaire parce que j'étais un garçon très intelligent et tout, mais timide. Alors mon père, il m'a dit, va au séminaire comme ça, tu vas te démerder, tu vas jouer avec les autres, jouer au football et tout ça. Alors que moi, je n'aimais pas du tout de jouer au football. Alors pour un Italien, être vraiment nul en football, c'est une grande honte. Et là, j'ai connu un prêtre qui s'appelait Don Mantelli, qui avait une chambre pleine de tours de magie, de livres, d'instruments merveilleux à mes yeux. Et j'ai commencé à faire des tours. Alors, tu sais, quand tu as 13 ans, tu commences à dire, prends une carte. Je te la devine, c'est l'âge de cœur. Oh putain, comment tu as fait? Alors, tu commences à dire, ah tiens, je suis bon à faire quelque chose. Alors, ta timidité change. Et puis, en étant encore timide, je me mettais des costumes pour me présenter au public. Mais ça, c'était pour se cacher, justement? Oui, c'était parce toujours... que le masque, tu sais, le masque, c'est fantastique. Derrière un masque, tout le monde... on est des grandes gueules, derrière des lunettes de soleil, tu vois, la police toujours avec les lunettes de soleil, les machos toujours, les femmes, 3 doigts de maquillage. Ben oui, c'est ça sert. Alors Arturo, ce n'est pas que ce jeune homme qui parle si bien le français, parce que mais c'est aussi donc et surtout un maître, je le disais, sur scène. On va donc te voir dans une de tes œuvres, un classique dirais-je déjà, puisqu'il s'agit du fameux western. Thank you. What is it now? Okay. Come on, Billy. I know that. Come on, Billy. Come on.
Hey! Ce qui est quand même étonnant, et moi c'est ce qui m'a frappé le plus, au-delà de ce qu'on pourrait appeler la performance, au-delà de la magie et de la poésie qui se dégage de tes spectacles, c'est également bien sûr cette capacité, mais ce besoin, semble-t-il, que tu as de raconter en fait. Ce n'est pas simplement se montrer, ce n'est pas simplement créer quelque chose, c'est raconter. Parce que moi, je pense que la magie en soi-même, l'illusionnisme, c'est une forme d'art comme beaucoup d'autres. Alors, il y a des gens qui, avec les chansons, racontent des histoires, ou ils provoquent des sentiments, ou avec le texte, ou avec le mime. Avec la magie, on a toujours fait c'est où la boule, c'est où la boule. Ah, on s'en fout, à la limite. Et on peut raconter des choses très profondes, très poétiques, très drôles. Je peux faire sortir un éléphant de mon cul, ça va être très drôle, je pense. Pour l'éléphant, surtout. Parce que je sens beaucoup mieux ailleurs que là. Mais je pourrais par exemple, d'un moment poétique, être un prisonnier dans une cellule, on dit. Cellule et faire apparaître une colombe, et la colombe s'envole à travers les barrages de la fenêtre. C'est très touchant, le public peut s'émouvoir seulement pour une colombe, alors que tu fais sortir 12 colombes, on s'en fout. Donc c'est toujours un moyen pour faire des autres choses et pour provoquer une émotion. Alors justement, quand il s'agit de travailler sur un nouveau spectacle, est-ce qu'il y a comme ça directement une idée maîtresse qui vient à l'esprit, ou bien c'est une recherche longue, pénible, difficile? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Moi, je suis assez constipé mentalement. J'ai besoin des jours pour digérer les trucs. Même les spectacles, là, on est en train de faire un nouveau spectacle et je ne suis pas quelqu'un qui va aller improviser. Oui, des fois, j'improvise quand il faut sauver la situation, mais sinon, je suis quelqu'un qui écrit, prend des notes, il pèse beaucoup les idées, la façon de raconter, la musique, l'image. Donc, je suis quelqu'un qui digère lentement une chose avant de la produire. J'ai une période de gestation. C'est ça. Voyons maintenant Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. C'est beaucoup moins glamour. Garou, excuse-nous, on t'a interrompu, non? Non, parce que, voilà, je suis désolé. On se posait une question avec Stéphane. Là, on t'a vu arriver dans les loges tout à l'heure, c'était un petit peu l'hystérie. Ben oui, t'es arrivé sur scène, il y a 3 filles qui se sont évanouies. Hey, c'est pas mêlant, lui, il rentre dans un bar. Il rentre dans un bar, c'est l'émeute à tout coup, il marche dans un parc, les fleurs poussent. Alors, on a juste une question à te poser. Comment tu fais? Je fais rien. Attends, c'est quand même pas physique. Non, mais c'est pas la voix non plus. Non, il y a une belle voix. Mais je me demande des fois comment il fait pour endormir sa fille, hein? Fais dodo, coula, ma petite fille! Non. Pour endormir ma fille, je fais un de vos sketchs, moi. Non, mais blague à part, franchement, moi, les chanteurs, vous avez de la chance. Toi, il y a des gens qui font l'amour sur tes chansons. D'ailleurs, elles sont parfois un peu trop longues. Bon, bah, pardon. Mais, non, mais c'est vrai. Moi, il y a personne qui fait l'amour sur mes sketchs. Oui, moi. Ouais, je suis quand même pas tout seul à faire l'amour sur les sketchs à Franck, quand même. Oh, non. Moi aussi. Hein? C'était une blague que je faisais, moi. Non, mais t'as tort, parce que Franck a une belle sensibilité, hein? Puis il y a même quelque chose d'animal, Franck. Oui, l'odeur. C'est ça. Ah, se fout de ma gueule, hein? On a un beau trio, hein? Il y a un Français, un Québécois et un bûcheron, là. Ben, d'ailleurs, les gars, je me demandais, parce que depuis le début du spectacle, vous parlez d'amour, là. Vous avez pas envie qu'on le chante? Je vais dessiner sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié à lune pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré
sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Non, non, Scott, sans musique, ça casse l'émotion. Foutez-vous de ma gueule. Elle court, la mort le dit. D'amour. Vous bandez, monsieur? Et c'est tout à votre honneur. À vous. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, just to be true. Oh, in other words, oh, in other words, I. On est toujours à Montréal, place Jacques-Cartier, un quartier qu'on ne peut absolument pas, éviter quand on vient ici, parce que c'est un endroit agréable avec Arturo Brachetti pour évoquer ce festival Juste pour rire. Revenons un petit peu quand même à la manière dont s'organisent les spectacles Brachetti. Est-ce qu'il y a, de par les secrets jalousement gardés de tout ce qui fait que la magie s'opère à un moment donné, est-ce que ça veut dire qu'il y a une grosse organisation technique autour de toi qui implique de la confidentialité sans doute, mais au-delà de ça, des choses particulières qui font que tout le monde ne pourrait pas travailler auprès de toi? Est-ce qu'il y a une formation à avoir? Comment ça se passe en fait? Le travail qu'on a derrière, c'est très organisé et très secret. Alors on fait signer des papiers de confidentialité. C'est un papier fait par un avocat américain, bien méchant, tu vois, avec les dents comme ça, tu vois, qui a fait signer ce contrat terrible. Mais à part ça, les contrats qu'il signe d'honneur sur l'honneur, moi je les connais très bien, tous mes assistants. Alors je peux les faire du chantage sur le plan personnel. Tu révèles mes secrets, moi je révèle cette fois-là que tu étais avec ta copine de la copine. Ah non, j'ai des enfants. Ouais. C'est le mieux en fait, je pense. Franchement, écoute, c'est beaucoup plus italien que les trucs américains. De 20 pages des Américains. Mais est-ce que néanmoins, par rapport aux semaines sans doute de répétition que ça demande, j'allais dire que c'est obligé ou obligatoire que l'équipe qui t'entoure soit pratiquement toujours la même ou bien non? Oui, très souvent c'est toujours la même qui me suivent pendant des années. Là, on va changer un petit peu d'équipe, on va remettre des Québécois. J'aime bien avoir une équipe internationale. Comme ça, quand on arrive dans un théâtre, on parle un peu anglais, un peu italien, un peu... C'est pas que des Italiens. Non. Français, tout mélangé. Et ça me plaît, ça fait vraiment comme un cirque, tu vois. On est citoyen du monde. Il faut faire attention parce que chacun est responsable aussi des autres. On se fait mal tout le temps. C'est pas qu'une erreur de toi, ça peut être une connerie pour toi, mais ça peut provoquer une erreur pour les autres. Si tu me regardes, écoute, là, une opération, je suis tombé sur scène parce que quelqu'un avait oublié une espèce de couverture sur un escabeau. Là, j'ai 3 points, là, Théâtre Marigny. Ça, c'est le théâtre Maisonneuve, 3 points. Là, j'ai une toute la tournée d'Arturo est sur le corps. Je suis pirate, là. Tu vois le trou, là? Le trou là parce que je faisais Rambo dans une émission télé. Alors, il y avait une flamme là que je gardais cette flamme. Puis ils ont tellement dit coupez, merde. Et il y avait la peau qui avait brûlé depuis 5 minutes. Mais bon, on sent pas. Une fois, j'étais en Italie dans un petit théâtre, je suis tombé dans le premier rang.
Oui, dans un théâtre très petit, il y avait le premier rang très proche de la scène et je suis tombé sur... Tu sais, on pose les bras là. Je suis tombé sur mes couilles, comme ça, à cheval de ça. Je suis retourné sur scène, je n'ai rien senti sur le coup et puis j'ai fini mon spectacle après 10 minutes. Oh, dans la police, comme ça, tu vois. Mais c'est ça, c'est terrible. Mais après, tu pouvais chanter des chants de castrat. Ah oui, j'étais Farinelli, c'était le nouveau personnage. Comme quoi. J'ai passé 3 jours sous les glaçons. Ah oui, mais pas à l'hôpital. Sous le glaçon. Non. Non, quand même pas. Parce qu'en parlant d'hôpital d'ailleurs, et de toutes ces blessures qui semblent couronner déjà une carrière riche en événements. Pirate de théâtre. Du théâtre. Pas de fantôme. Il paraît que dans une caméra cachée, il y a eu une histoire de lit d'hôpital. Ah oui, je me de ça rappelle, on avait fait ça, on s'était beaucoup marré. C'était en 2004. Oui, j'ai fait plusieurs caméras cachées juste pour rire, mais la plus sadique, c'était celle-là. Parce que c'était vraiment tellement surréaliste et pour les gens qui étaient piégés, c'était vraiment mal pour moi. Nous allons voir ça tout de suite en images. Arturo, on a parlé un peu de ces secrets qui entourent tes performances scéniques, mais il y en a un autre de secret, c'est cet âge. Quel âge aurait donc Arturo Brachetti? Ça, c'est un secret que je dirais jamais. Mais pourquoi? Non, parce que c'est un secret. Quand je vais mourir, vous allez me couper, vous comptez les cerceaux, voilà, c'est l'âge. Puis on peut découvrir l'âge de quelqu'un. Par exemple, les hommes, tu regardes, quand il n'y a plus de poils en dessous du genou, ça veut dire que les chaussettes, ils ont rangé tous les poils. Donc il a 40 ans. Ça aussi les lunettes, tu sais. Tu connais ces lunettes-là? C'est marrant, non? Tu les mets comme ça. Bon, c'est quand on arrive à 40 ans, on a besoin de lunettes. Très bien, très bien. On pas que ces modèles-là, c'est pratique parce que je les mets comme ça, tu vas voir tes copains à l'hôpital. Comme ça. De toute façon, moi, je pense d'être toujours jeune. C'est pour ça que je m'organise. Parce que même ce t-shirt, tu vois, avec la pomme verte, il y a écrit « Best before tomorrow ». Alors, je le mets là, au niveau de la marchandise, voilà. C'est les derniers coups. Il y en a un, je ne sais pas si vous vous étiez rencontrés, c'était Élie Kakou. Oui. Élie, il avait dans son spectacle, entre autres, quelque chose qui, malgré tout, dans ce qui représente ta vie jusqu'à ce jour, fait des clins d'œil à toi, d'une certaine manière, le déguisement, pour une part. Et puis, ses professeurs en soutane, ses pères qui lui donnaient des cours quand il était jeune. Il est passé par ici, bien sûr, au festival Juste pour Rire. Et comme nous sommes ensemble, on s'était dit, pourquoi ne pas faire donc un clin d'œil à Élie Kakou. Élie Kakou et les professeurs au Théâtre Saint-Denis, ça donnait ceci. Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit, je le fous à la porte
avec un rapport de chez Monsieur Pot. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Alors vous répondez présent à l'appel de votre nom. Ababou. Ababou. Combien on a? Bourja. Bolsioni. Dadoun. Dadoun Corinne. Elle n'est pas là? N'essayez pas de la cacher, ça fait 3 fois. Giacalone. Patak. Patak Krausette. C'est vous le nouveau, Patak Krausette? Je m'y ferai jamais, hein. Rosenblum. Et Zerbib, je l'ai vu. Alors je vous préviens que jeudi, les gens qui n'auront pas leur cahier de géographie, je le fous à la porte avec un rapport de chez Monsieur Pop. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Alors la leçon d'aujourd'hui, les vents chauds. Alors les vents, V-E-N. Bon, alors je vous préviens. Premier que j'attrape, chuchoter, papoter, bavarder, quoi que ce soit. C'est immédiatement porte, rapport, pop, bien clair, ou de nous. Car j'estime que je vous aurai assez prévenu. Pour la fois prochaine, vous apporterez la photo d'un personnage que vous découperez dans une bande dessinée roman photo quelconque. La photo d'un personnage en mouvement. Je répète pour vous qui n'écoutez pas, pour la fois prochaine, vous apporterez la photo d'un personnage, découperez, bande dessinée, roman photo quelconque, la photo d'un personnage en mouvement. Vous sortez une feuille canson 34/17 et un crayon HB X327 prime. Vous vous installez sur votre établi, je vais vous dire un mot, et d'après ce mot, d'après ce qui va vous évoquer, vous allez exécuter un travail au fusain. Est-ce que vous êtes prêts pour ce mot? Êtes-vous prêts pour ce mot? Oui. Changuernago! Exécutez un travail. It may not offer your hand with your luggage. Repeat after me. Repeat after me. It may not offer your hand with your luggage. Repeat after me. Bien Arturo, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les mois à venir? J'ai commencé hier justement un spectacle nouveau, mis en scène par Franco Dragon, un spectacle de variété avec plein d'artistes. Je ne suis pas tout seul sur scène. D'accord. Non, je suis le présentateur, le fil rouge de ce grande maison de fous avec des acrobates, des jongleurs, des gens incroyables, des magiciens fous, Otto Vesely, enfin je ne veux pas dire le nom de tout le monde, mais c'est vraiment un spectacle qui fait péter la salle. Bon. Dans le sens explosif. Et dans le sens poétique du terme. Exactement. Bien sûr. Je vole sur un piano à la fin, donc c'est très poétique. Dans une tempête de neige, c'est très beau, très beau. Bon, encore une fois, le rendez-vous avec la magie, la surprise et la poésie, grâce à toi. Merci. Et on va pas, comme ça, te laisser repartir. On va d'abord se replonger dans ton univers avec quelques-uns des personnages que tu avais proposés dans un de tes spectacles, autour de cette boîte magique qui ressemblait un peu à ces chambres d'enfants qui nous permettaient, quand on était petits, de s'imaginer à la fois cow-boy, indien. C'est ma petite boîte d'Amélie Poulain. Voyons ça.
ミカさん、ほーなま、私は、おー、少年さん、私にはごしのは、我々とおらさ、私は、日がた、地下の、ほ、さん、や、ほだ、やさだ、いかいか、ちゃだま、いかざさ、た、ひだだ、あかねさ、我的手，我的手，我的手，我的手，我的皮的，我的手，我的手，お高橋にゃだしなおださS'il y a bien une humoriste française adoptée définitivement par les Québécois, c'est Anne Roumanoff. Que ce soit à la Roumanoff ou follement Roumanoff, elle a toujours fait un carton ici, au Théâtre Saint-Denis de Montréal. On va la retrouver, mesdames, dans des conseils qui semblent vous convenir, puisqu'il s'agit de la meilleure façon d'avoir la blonde attitude. Est-ce qu'il y a des blondes dans la salle? Est-ce qu'il y a des blondes dans la salle? Assumez-vous! Halte à la blondophobie, halte aux idées reçues sur les blondes. Non, les blondes ne pensent pas qu'au sexe. Ainsi, moi, quand je m'abandonne dans les bras d'un homme, il m'arrive de penser à mon travail. Forcément, je suis adossée à la photocopieuse. Oui, j'ai couché pour réussir et j'en suis fière. Il y en a qui couchent et qui ne réussissent pas. Et d'autres qui ne réussissent même pas à coucher.
Mais mon succès auprès des hommes, c'est pas seulement une question de couleur de cheveux, c'est parce que j'ai la blonde attitude. Pour avoir la blonde attitude, il a 6 points fondamentaux à respecter. 1, on met ses attributs en avant. Un 85B valorisé vaut mieux qu'un sensé mal assumé. 2, on écarquille les yeux, on en trouve légèrement la bouche. 3, l'admiration dans le regard. Ainsi, quand un homme m'explique quelque chose, même si c'est le menu du restaurant, je fais « Ouais, je comprends. C'est fou. Tout est tellement clair avec toi. » Pour vous entraîner, vous aussi, à avoir la blonde attitude, répétez après moi « Je t'écouterai parler pendant des heures. » Je regrette, mais parmi vous se cachent des blondasses. Une blondasse, c'est une blonde qui manque cruellement de subtilité. Il faut être très intelligente pour faire croire qu'on n'est pas maline. Comme je dis souvent, ce n'est pas parce que mon décolleté est plein que ma tête est vide. Oui, mes seins sont refaits, mais mon cerveau est d'origine. Regardez, Hillary Clinton, c'est une blonde qui n'a pas su cacher son intelligence. Du coup, son mari l'a trompée avec une brune qui avait la blonde attitude. 4, votre prénom doit faire rêver. Je vous conseille une terminaison A comme Pamela, Loana, Madonna ou moi-même, Chantalia. Ou une terminaison on comme Cameron. Ainsi, si vous êtes née Françoise, faites-vous appeler Francesca. Et non Francescone. 5, la danse. Avec la blonde attitude, on danse comme ça. Tout est suggéré, rien n'est imposé. Une blonde qui manque de subtilité dansera comme ça. Shakira. Mais le pire de tout, c'est ça. Une ex-brune qui n'assume pas sa nouvelle blondeur. Enfin, 6, l'humour. Ainsi, quand on me raconte une blague de blonde, même si je la connais, je fais... Heureusement, mon mascara est waterproof. Une blonde qui manque de subtilité fera... Je la connais. Moi-même, pour prouver l'étendue de mon humour, je n'hésite pas à raconter des blagues de blonde. Ainsi, savez-vous pourquoi les hommes aiment les blagues de blonde? Parce qu'ils les comprennent. Place à nouveau à Jean-Marie Bigard avec sa verve légendaire. S'il a été sacré humoriste préféré des Français en 2004, il n'a pas attendu cette année-là pour s'emparer du cœur des Québécois, comme ce soir-là de festival où, face aux spectateurs, il développe sa théorie sur les films d'horreur. Oui, on nous prendrait pour des cons, enfin dixit l'auteur. Et à y réfléchir de plus près, il est peut-être vrai que les scénarios sont toujours les mêmes. Alors moi, je vais vous dire un truc. Moi, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma parce que je dis qu'on nous prend trop pour des cons. Voilà, je l'ai dit, parce que vous avez tous vu des films d'horreur au cinéma, on nous prend pour des cons, faut être honnête. Eh ben oui, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Et moi, je le dis, vous avez remarqué, les films d'horreur, c'est à peu près toujours pareil. Tu sais, c'est toujours une bande de jeunes qui louent une maison isolée du restant du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi, tu vois. Déjà, un coin où on n'irait pas, nous, déjà. Bon, eux, ils la louent. Alors, évidemment, il y a eu un carnage dans cette maison il y a 40 ans, dont, manifestement, tout le monde se branle. Tu vois, ils sont une douzaine, il y a 6 gonzesses à épater, bon, ils ont 20 ans, et ils la louent. Même le prix de la location. Attends, la maison, c'est un petit château, genre 35 pièces.
tu vois, pour qu'on puisse se perdre dedans, tu vois, c'est plus facile. Le prix de la location, $250 la semaine. Hein? Ça fait même pas $10 la chambre. Je veux dire, ça sent un petit peu la merde quand même, hein, au départ. Hein? Enfin, je reviens pas là-dessus, il a loup. Alors, je vous passe les détails au début du film du gars qui les amène en chaloupe. Et qui, normalement, il devait rester avec le gars. Et puis, brutalement, il repart. Juste au moment où la nuit tombe, à 14h30. Parce que vous avez remarqué, dans les films d'horreur, ils font tomber la nuit quand ils veulent. Hein, Ah oui, ils sont pas gênés avec ça. Surtout dans les Dracula. Ah ben, les Dracula, faut pas y aller pour bronzer là-bas, hein, parce que... Ah bah, dans les Dracula, c'est simple, le soleil, il se lève à 11h, et à 12h30, il fait nuit. Ça y est, c'est terminé. Bah oui, sinon, comment tu veux qu'il les surprenne, hein? Enfin bref, personne tombe de son siège d'étonnement. Hein. Un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, hein, que des morts violentes. Ouais, des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, de la viande collée au mur, partout. Bon, à ce moment-là, merci madame. Non, elle rigole d'un truc d'avant qu'elle n'a pas... elle remet un petit peu, puis elle... Alors, donc il y a eu 8 morts, donc normalement. Là, il y en a une que je tiens bien, hein. Alors, normalement, à ce moment-là, il devrait s'installer une espèce de méfiance dans le groupe qui reste, quand même. Penses-tu? Donc là, je vous rappelle les chiffres, hein, ils étaient 12, moins 8, il reste 4 niaiseux, comme vous dites chez vous. 4 connards, comme on dit chez nous, tu vois. Et là, le plus trapu des 4, il dit aux 3 autres, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire 2 groupes de 2. Et ben moi, je dis non. Personne fait 2 groupes de 2. À ce moment-là, il y a déjà eu 8 morts. Ils font 2 groupes de 2 un autre jour, hein. C'est vrai que des fois, c'est très sympa de faire 2 groupes de 2. Hein. Je vois l'autre jour, on faisait des courses au supermarché. On était 4, on a fait 2 légumes, 2 aux alcools. On a gagné un quart d'heure hein, à la sortie. Hein. Mais là, non. Attends, on a 8 potes morts dans d'atroces souffrances. Hein. On n'est plus que 4. Moi, je sais ce qu'on fait. Puis nous tous, on fait la même chose. Hein. Si on n'est plus que 4, on se met dos à dos sur la table du salon, comme ça, avec toutes les lampes électriques, et on attend. Et puis là, le caméraman, il va falloir qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin, hein. Ah oui, parce que... je vous remercie, mais... Merci. Parce que jusqu'à maintenant, on a quand même eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Alors, je lui demande pas de lui faire un gros plan, mais enfin, s'il pouvait l'avoir en entier au moins une fois, ça nous arrangerait quand même, hein. Bon, et ben moi, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais moi, à ce moment-là du film, eh ben moi, je me lève et je me barre. Et j'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Tu vois? Non, pas maintenant, non. Alors, je sais pas ce qui s'est passé à la fin du film, hein. Je vous dis que je me suis barré. J'imagine que les 2 de la cave, ils se sont fait trucider. Et puis les 2 du grenier, bah, il y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage. Ils ont fait 2 groupes de 1. Et puis ils sont morts tous les 2. Voilà, il n'y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage. Parce qu'il faut bien faire le numéro 2. Alors c'est pour ça que je dis, mesdames et messieurs, moi je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Il y a 25 ans, le président fondateur du festival Juste pour rire faisait un pari fou, celui de faire rire le monde entier. Et ça marche depuis 25 ans. Pour en parler donc, Gilbert Rozon est avec nous. Gilbert, bonjour. Ah, j'ai toujours adoré votre voix. Je pourrais vous écouter des heures. C'est vrai, je pense que je vais raccourcir mes réponses pour vous entendre plus. Et oui, mes questions ne seront pas forcément plus longues, c'est ça le problème. Mais quand même, vous les étalerez. Non, mais très bien.
Alors, ces 25 années, on va pas bien sûr, année par année, revenir sur tous les souvenirs que ça a généré, mais malgré tout, revenons d'abord aux origines. Qu'est-ce qui donc a, dans les années début 80, oui, c'est ça, 83, qu'est-ce qui donc a donné l'idée à un moment donné d'envisager un festival autour du rire? J'étais dans une période très dépressive de ma vie et j'avais vécu un échec en 82 et alors j'avais pas vraiment les moyens, puisque j'étais presque au bord de la faillite, de me prendre des psychiatres ou des gens pour m'aider, des psychanalystes. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis inventé une thérapie. Et j'avais décidé de faire venir M. Charles Trenet à Montréal. J'étais un fan fou de cet homme. Et j'ai aggloméré une idée d'un festival juste pour rire. C'est un festival qui ne devait pas se prendre au sérieux, mais qui avait de l'humour. Alors, c'est pour ça que Trenet l'a inauguré. Ça a été pour moi une sorte de porte-bonheur d'avoir cet homme comme pour lancer un événement. Alors, quand on dure depuis 25 ans, ça veut donc dire qu'on a eu la capacité à se renouveler. Et si on se renouvelle, ça veut donc dire qu'on est attentif à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Comment fonctionne l'organisation de Juste pour Rire pour que chaque année, dans sa programmation, on puisse être surpris à nouveau, au-delà de ceux qui sont installés et qui reviennent de manière récurrente? Vous savez, on a mis beaucoup de gens sur la route. Nous, on dit des scouts, mais c'est comme un scout, mais dans le fond, c'est des prospecteurs. Oui. On en a aussi des réseaux à travers le monde. Et on doit voir au moins 6 000 spectacles par an. Punaise. Et on voit des centaines et des centaines de cassettes. Et on fait des auditions aussi, toutes sortes de formules pour trouver. On est à l'affût parce que finalement, tout n'est que contenu. Si tu as un bon show, pour parler québécois, c'est un bon spectacle, les gens viennent. Alors, on a un label de qualité, mais tout de même, quand vous rentrez dans notre magasin, vous voulez la trouver, cette chemise que vous cherchez. Alors, il faut être très attentif aux tendances, à tout ce qui se passe, et puis oser. Mais c'est ça qui est bien. Oui, mais est-ce que ça veut dire que pour un jeune artiste, par exemple, que vous ne garderiez pas sur une année, par rapport à une audition, vous le suivez malgré tout en disant « reviens peut-être l'année suivante » et voilà, l'idée de donner une deuxième chance à ceux qui se présentent et qui ne sont pas forcément gardés. Complètement. On a des étapes intermédiaires, d'ailleurs. On a créé une École nationale de l'humour au Québec qui a 2 ans de formation parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de talent. J'aimerais bien qu'il y ait une en France parce que les gens s'imaginent que l'humour, ça s'apprend sur le tas. C'est un métier comme un autre où il y a des règles. Et alors, on accompagne le talent, mais aussi on les fait jouer toute l'année dans des petites salles et on regarde l'évolution d'un numéro, on les fait retravailler, on fait raccourcir. Et puis quand on crée une pièce de théâtre comme Toc Toc cette année, bien évidemment, il y a un acte de création où Franco Dragone, qui pour moi est un des plus grands metteurs en scène sur la planète, celui qui a fait le Cirque du Soleil, eh bien, on travaille des mois à préparer un show donc il y a du façonnage. Alors bon, puisqu'on est dans l'évocation de ces 25 ans, je vous propose maintenant de revenir sur quelques grandes figures qui sont venues dans le cadre du festival, mais qui ne sont plus aujourd'hui. On va rendre hommage ainsi, entre autres, à Jean-Claude Brialy ou à Élie Kakou. Voici donc en images celles et ceux qui sont venus ici et qui ne sont plus. Une autre fois, il y avait une actrice en 1932, une actrice qui avait eu une petite fille par hasard, vous savez, ça arrive encore aujourd'hui. Une actrice qui avait beaucoup de tempérament et elle avait eu une petite fille avec un monsieur qu'elle avait croisé dans une tournée. Comme elle ne voulait pas qu'on sache quelle est cette petite fille, elle l'avait mis en province. Et quand elle a eu 10 ans, cette petite fille, elle disait « Je te présente ma petite sœur, c'est ma petite sœur, voilà ma petite sœur ». Et un jour, dans un dîner, elle était en face d'Yves Mirande, qui était un grand auteur dramatique et très comique surtout. Et elle dit à cet auteur « Dis-moi Yves, c'est en quelle année que j'ai joué la pièce de Bernstein avec Victor Franzen? C'est en 32, en 33 ou en 34 ?» Il lui a dit « C'est en 33, c'est l'année où tu as accouché de ta sœur. » Il était assez cruel. La pensée de mon enfance, je l'ai perdue par des efforts intenses. J'ai fait du jogging, j'ai fait du régime, car j'ai abusé du pain asile des villes. Pour être un vrai crooner, faut avoir la ligne, faut d'abord supprimer la bibine. Le couscous, le méchoui bien sûr, les tagines, les merguez et le Sidi Ibrahim. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Tu as la peau douce, tu fais mon malheur, tu jongles avec mon cœur.
anglais avec 3 boules de 3 kilos, dit-on. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie. Et puis j'ai pris une boule sur la tête. Salut. Bon, alors moi, je suis juste passé pour dire que je passerai pas l'audition. Non, parce que je considère qu'un acteur n'est pas du bétail, je veux dire. Il n'a pas à être jugé par des gens qui sont là derrière des petites lampes, je veux dire. Moi, c'est pas parce que je débute que je tiens à entrer immédiatement dans le star system. Je tiens pas à devenir tout de suite un aliéné du vedettariat. Moi, ce qui m'importe à moi, c'est de réussir ma vie d'homme parmi les hommes, pour les hommes. Et avec les hommes, si possible, ma vie d'abord, mon métier après, bien après. Bah attends, je laisse juste mon numéro quand même au cas où. C'est 227 27 90. C'est pas chez moi, c'est chez un copain. Il me fera la commission. Salut. Oui, riez, riez. Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Vous serez toutes comme moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée, oui. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur, 12. Et je les ai bien élevés. Et je les ai tous mariés, barakallah. Il reste plus que ma petite fille, fortunée. Maintenant, Aïcha, elle est mesquine. Elle a 34 ans, elle n'est pas mariée. Où ça s'est vu qu'on n'est pas marié à 34 ans? Où ça s'est vu? Moi, je me suis mariée, j'avais 16 ans. On m'a pas demandé mon avis, on m'a dit, voilà, c'est celui-là ton mari, Est-ce qu'on avait le droit à la parole? Maintenant, va, viens, mchouche, éclate-toi. Il n'y a pas d'éclatade qui tienne. Alors, on vient de voir là des images de Raymond DeVos, entre autres. Raymond DeVos, c'était venu en 87, ici, à Montréal. J'en ai venu beaucoup de gens. J'ai des bons souvenirs. Thierry Leluron, les gens, les jeunes téléspectateurs ne peuvent pas se souvenir bien de lui, mais moi, ça a été une rencontre. J'ai adoré cet homme-là. Puis il annonçait pas ça, hein. Il avait l'air de quelqu'un de très snob, toujours en smoking, en tuxedo. Oui. Mais finalement, c'était un garçon charmant, généreux. Il était vraiment drôle. Mais moi, ça me frappe d'ailleurs parce que les morts, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais la plupart des grands humoristes, là, les Coluche de ce monde, il n'y avait pas un mythe comme ça. Il y avait même une sorte de mépris de leur vivant. Et une fois qu'ils meurent, on les mythifie. C'est comme si celui qui est le clown, on ne prend pas au sérieux de son vivant, mais après ça, on s'en ennuie tellement. Oui, c'est ça. Ouais. Comme quoi, en fait, c'est au moment où le rire s'éteint. Je ne veux pas mourir tout de suite, là, parce que je veux pas qu'on s'ennuie de moi. Je suis pas pressé qu'on s'ennuie, là. Oui, la mythification aura lieu plus tard, on va dire. Je préférais la béatification pour commencer. Parce que quand même, j'ai une vie exemplaire. Non, remarquable, je vous le dis. J'irai défendre le dossier au Vatican. Alors, on a beau là être détendu, l'organisation de ce festival Qu'est-ce qui vous dit ne que je suis prête pas détendu? toujours à Je suis rire. très c'est ce que j'allais tendu. dire. Oui. Mon Ça ne Dieu, va pas être simple.
Non, Combien de parce gens que- travaillent auprès de vous pour préparer Pendant ça? le festival, on est 2600. À l'année, on est à Montréal 150, puis on est une cinquantaine dans les bureaux à l'étranger. Donc, on est 200. C'est impressionnant. On dirait presque Airbus, ça. Oui, mais c'est plus rigolo. Juste après les coupures. Et il y a moins de grève, semble-t-il. Revenons maintenant à ce qui fait l'une de vos caractéristiques, c'est cette envie, ce besoin de découvrir des talents. Alors donc, c'est le cas depuis très longtemps. Et puis à la télévision, ça s'est, j'allais dire, concrétisé davantage encore avec un programme de télévision où on a pu vous voir dans vos œuvres. Comment s'est passé, comment a été vécue cette expérience? Mais très bien, finalement, parce que, vous savez, moi, j'avais pas l'espoir d'être connu par la télévision. Je fais un travail de producteur que j'adore, mais je reçois un téléphone un jour et on m'offre voulez-vous être jury? Moi, je crois que c'est un gag, alors je leur donne 10 minutes d'entrevue chez moi. Et puis, finalement, ils me passent une audition au téléphone. Je voulais pas me déplacer, un peu star quand même. Là. Alors, parce que je trouvais ça, faire une audition quand même. Là. Mais j'étais très à l'aise parce que c'est mon métier que je pratique. Moi, j'essaie de dire la vérité. Je n'aime pas qu'on infantilise les artistes et je trouve qu'il faut les faire progresser. De là, les humilier, bon, ça, c'est autre chose, mais il faut quand même leur dire la vérité. C'est la seule façon que tu fais avancer le monde, hein? Ça veut donc dire que maintenant, homme de télévision aussi? Bien, pas pour cette émission-là. Vous savez, tant que je m'amuse et que ça me vole pas trop de temps, parce que produire, c'est vraiment plaisant. Pourquoi avoir eu l'idée de faire un festival, un autre festival, mais en France? Ah, ça, il y a une histoire. Moi, j'étais pas du tout ouvert à l'idée. Ah, d'accord. Et puis, les gens de Nantes nous ont approchés et ils étaient vraiment la rage aux dents. Ils voulaient absolument faire le festival Juste pour rire là-bas. Et puis, finalement, bon, je me suis résigné, et je le dis presque honteusement, à aller rencontrer le maire Hérault. Et avant de partir, j'appelle Laurent Ruquier, Franck Dubas. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez d'un festival à Nantes? Il dit, Nantes, c'est génial! C'est une ville fabuleuse. Et j'entendais que des trucs positifs de mes artistes qui, normalement, auraient dû me dire, hey, pas une autre histoire, Gilbert, tu vas nous prendre encore une semaine de notre vie. Je les voyais, mais non, ils m'encouragent. Et le maire Hérault, mais là, j'apprends rien à personne. C'est un vrai visionnaire qui aime la culture, qui comprend bien sa ville. Et moi, j'ai été totalement séduit, au point de vouloir m'y acheter une maison pour pouvoir avoir un vote. Vous savez, pouvoir voter pour le maire Hérault. Oui, absolument. Bah, Gilbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Déjà, c'est fini? C'est déjà. Oui, mais attention, l'émission n'est pas terminée. Le mieux, c'est de laisser parler Gad Elmaleh. Gad Elmaleh était en 2000 ici au Théâtre Saint-Denis à Montréal, et il était tellement heureux de commencer la cigarette. Bonsoir, ça va bien? Non, mais je suis tellement content, je suis vraiment content, je suis tellement fier, j'ai réussi à commencer la cigarette. Ah non, mais je suis content, vous pouvez pas savoir. Alors mes amis, ils en reviennent pas, surtout mes amis montréalais, quand je suis revenu, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Nous autres, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'y arrive pas, comment t'as fait? J'ai dit, attendez les gars, vous voulez commencer la cigarette, il y a un conseil, la volonté, ok? Parce que vos conneries du genre, ouais, on va commencer progressivement, aujourd'hui je prends une puff, demain je vais prendre 2 puffs, après-demain 3 puffs, après une demi-cigarette, ou bien je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine petit à petit. Oh. Tu veux commencer la cigarette, tu te réveilles un matin, tu dis je commence, et tu commences, et j'ai commencé, ouais. Bon, je dis pas que ça n'a pas été difficile au début, attends, oh, il y a la gorge qui pique, t'as la tête qui tourne, il y a la fumée qui revient dans les yeux, tu es obligé de l'éviter, comme ça, non. Il y a des étapes. Je dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine. Ah non, il y a des étapes. Mais ma vie a changé depuis que j'ai commencé la cigarette. Franchement, je me rappelle... Enfin, quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul. Mais toutes ces années avec ces heures perdues, ces minutes perdues à rien faire, rien dans la bouche, rien dans les mains, comme ça, tout le temps. Mais c'est débile. Mais quand tu fumes pas, t'es un quétaine. Je me rappelle avant, vous savez, quand je fumais pas, j'avais un rendez-vous, par exemple, avec quelqu'un, j'allais au rendez-vous. Si le gars, il était en retard, je l'attendais, mais comme ça. Des fois 1 heure, comme ça. Aujourd'hui, c'est fini. J'y vais, il est en retard, ok, mais je l'attends comme ça, comme. C'est marrant, il a un peu de retard, mais c'est pas grave, je me fume une cigarette, c'est bon, ça va. Avant, je me rappelle, j'étais invité dans des cocktails, vous savez, vous avez une coupe de champagne à la main et vous parlez avec les gens et j'avais rien à dire. J'étais là, je faisais ah bon, ouais, comme ça, ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Hein. Aujourd'hui, je suis là, ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai que quelque part, il y a. Ouais.
Ouais, je pense qu'il y a des... Ouais, il y a 2 écoles. Et là, tu rencontres un ami, tu vois, oh, salut, t'es là, comment ça va? Attends, bouge pas, hop, tu vas bien? Ouais, génial. C'est génial. En plus, quand tu fumes, quand t'es fumeur, socialement, tu bascules. Tu passes dans une autre catégorie de gens. Moi, c'est fini, les entrées au restaurant super gênées. Tu sais, quand le gars te dit fumeur, non fumeur, cela dit, à Montréal, ils te demandent plus. Ils te disent même pas est-ce que t'es fumeur, non fumeur, parce qu'on peut plus fumer nulle part. Moi, avant, j'avais honte. Quand j'arrivais dans les restaurants, on me disait fumeur, non fumeur. Je disais non fumeur, discret, tu vois, j'avais honte. Ils disent non fumeur, ça va, j'assumais pas. Aujourd'hui, j'arrive, mais attends, il me dit fumeur, non fumeur. Je dis fumeur, on se met où? Qu'est-ce qui se passe? Je fume, regarde, j'ai une cigarette, attention, je vais fumer. Et je fume beaucoup. Et là, il me met en fumeur. Bon, le seul problème, c'est qu'avant, je croyais que quand t'étais en fumeur, t'étais obligé de fumer tout le temps. Alors, à chaque fois que je voyais un serveur passer, j'allumais une cigarette vite, tu vois, j'ai eu peur. Et je disais à ma blonde, allume une cigarette, fume, on va se faire accrocher, on va se faire renvoyer. Jusqu'au jour où j'ai appelé le patron d'un restaurant, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, on est bien en fumeur ici? Il m'a dit, ouais, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il y a 2 mecs qui fument pas. Et là, il m'a répondu un truc génial, il m'a dit, mais monsieur, vous fumez quand vous avez envie. Et c'est ça qui est génial quand t'es en fumeur dans un restaurant, c'est que soit tu fumes, soit tu fumes pas. Chose que tu peux pas faire en non-fumeur ou tu peux que pas fumer. Socialement, il m'arrive plein de trucs depuis que je fume. Je sais pas, depuis que je fume des cigarettes, je vais dans la rue et je croise des gens, une fille par exemple, je lui dis, excusez-moi s'il vous plaît, vous avez du feu? C'est génial. Alors tout de suite, il y a une discussion qui s'installe comme ça. Ou bien même pas, quand t'es fumeur, tu dis rien du tout, tu fais ça. Bah, si tu fumes pas, va faire ça à quelqu'un. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué la réponse des non-fumeurs quand on leur demande du feu. Qu'est-ce qu'ils répondent, les non-fumeurs? Non, ils disent « Désolé, je ne fume pas ». Ils sont désolés. Eh bien voilà, c'est toujours à Montréal que nous allons maintenant prendre congé. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur France 2, en début d'après-midi, dimanche prochain donc, pour évoquer eh bien d'autres souvenirs de ces 25 ans du festival Juste pour rire. Voilà, regardez, c'est pas beau ça? C'est Coluche et Le Luron qui, avec moi, vous souhaitent une bonne semaine et à bientôt.